Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngombulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Monsieur Lasconi, présentez. Bonjour, doyen Binda. Bonjour Lasconi. Alors, je m'appelle Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi, qui signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Lasconi est mon patronyme. Les gens m'appellent par mon patronyme parce que mon prénom est kilométrique. Merci beaucoup. Hier, j'ai particulièrement apprécié la présentation qui nous a été faite sur les grandes villes africaines depuis le XIIIe siècle, me semble-t-il. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Parce que beaucoup de nos jeunes Africains ne savent pas, parce qu'on ne nous a pas enseigné cette histoire-là. J'ai lu un ouvrage du professeur Ibrahima Babakake, l'un des plus grands historiens africains qui malheureusement n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Le livre s'intitule « Combat pour l'histoire africaine », qui a été édité aux éditions Présence africaine. Et c'est un livre qui fait environ 219 pages. Lorsque j'ai lu les premiers chapitres de cet ouvrage, j'ai compris alors que l'Afrique était victime d'un hold-up moral. Et en tant qu'Africain, ma curiosité intellectuelle m'a poussé à traduire ce livre en images. C'est pour cela que j'ai découvert la ville de Djenné, une ville qui se situe au Mali, dans le cercle de Mopti. Là, on a les Songhai, les Mianka, les Bobo, les Bozo, les Peuls qui cohabitent. Mais les premiers habitants de la ville sont les Bozo, qui est un peuple de pêcheurs, puisque Djenné est presque une île. Donc les populations qui ont peuplé Djenné venait d'une petite bourgade qui s'appelait Djenné-Djeno. Une bonne partie de cette population a été décimée par la peste. Et donc, c'était un site de 33 hectares qui a été abandonné pour construire la ville de Djenné, qui est une ville qui a été construite au 3e siècle avant Jésus-Christ. Une ville où la particularité de cette ville, c'est que les populations vivent dans des palais, dans des châteaux. Et on m'aurait dit que 300 ans avant Jésus-Christ, les Africains avaient conçu une ville avec des châteaux. Je n'y aurais jamais cru. Moi-même, c'était une grande surprise hier. Ben, c'est surprenant pour tous parce que l'histoire de l'Afrique a été écrite par les vainqueurs. Et donc, conclusion, les vainqueurs n'ont pas jugé bon de montrer ce qu'il y avait de glorieux en Afrique. Absolument. Parce que pour soumettre un peuple, pour écraser un peuple, il faudra lui fabriquer une histoire sur mesure. L'histoire est une arme de destruction mentale. Avec une mauvaise version de l'histoire, vous pouvez, comment dirais-je, emmener un peuple à se sous-estimer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec les Africains. Les Africains ont été doublement victimes, ils ont été enchaînés physiquement et mentalement. Donc, ma mission est de rétablir la vérité et de réhabiliter ce continent qui a été nié, qui a été critiqué, sur lequel on a déversé l'opprobre. Voilà. Et donc, je me battrai aussi longtemps que je vivrai pour donner une autre image de l'Afrique. Tout n'est pas rose, mais les Africains ne sont pas les pires humains du monde. Non, absolument pas. Je me pose toujours cette question-là. Il arrive qu'aujourd'hui encore, on trouve de jeunes Africains qui vous disent tranquillement dans les échanges, oui, vraiment, les Noirs sont maudits, quoi. Je dis, mais qui vous a dit ça? C'est le catéchisme. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous toucher un mot sur cette terrible affaire? C'est Fela qui disait ça, que l'Afrique a été prise en sandwich entre la croix et le croissant. Hier, dans votre intervention, je vous ai entendu toucher un mot sur cette chose-là, sur cette gangrène, sur ce virus spirituel qui a démoli notre continent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'Afrique n'a pas créé de religion. L'Afrique a créé des spiritualités. Or, il y a une grande différence entre spiritualité et religiosité. Parce que la religion est dogmatique, tandis que la spiritualité, c'est un rapport entre l'humain et Dieu. Donc l'Africain n'a pas besoin de faire du prosélytisme. Nous avons plusieurs spiritualités. Nous avons le Ngunza, qui se pratiquait au royaume Congo, aussi bien chez les peuples Vili, Yaka, Lari, etc. Vous avez chez les Vili, comme chez les Fons, le Bwiti, vous avez le Lemba chez les Congos, vous avez plusieurs spiritualités. Vous avez le Mvet qui est à la fois. Il y a tout un rituel autour de ça. Qui détiennent toute l'histoire de la création de l'univers du point de vue des Fang. Absolument. Absolument. Donc à travers le Mvet, on a toute une cosmologie et non une cosmogonie, parce que les gens souvent confondent des mots, ils n'ont pas la même signification. Et voilà un peu. Moi, mon but, ce n'est pas de jeter l'opprobre sur la religion. Je citerai juste un grand penseur haïtien qui s'appelle Karl Brouard, qui disait que changer de religion est comme s'aventurer dans un désert inconnu que de dévancer de son destin et s'exposer à perdre le génie de sa race. Le sage n'en change pas, il se contente de les comprendre toutes. Voilà. Et pourriez-vous nous faire une relation entre, d'une part, la problématique de cette perte de contrôle de nos imaginaires, de notre pensée, de notre spiritualité, et la problématique de l'éducation dans l'Afrique contemporaine? Absolument. Effectivement, les Anglais disent « Education is a key, knowledge is power ». L'éducation est une clé, la connaissance est un pouvoir. En Afrique, nous avons ce qu'on appelle les oulémas dans les régions islamisées, qui sont des érudits, des gens qui détiennent une certaine connaissance. J'en ai rencontré à Tombouctou, j'en ai rencontré à Djenné, j'en ai rencontré à Gao, j'en ai rencontré dans plusieurs régions de l'Afrique. Alors, je tiens à dire que l'Afrique de l'Ouest a la particularité d'avoir sacralisé la connaissance avec les djeli. Les djeli, proprement appelé en français griot, mais qui en fait signifie en langue bamana et non bambara, maître de la parole. Et on est djeli de père en fils et de mère en fille. N'est pas djeli qui veut. Malheureusement, avec la chute des empires, les djeli, avant, vivaient dans la cour royale. Ils étaient aux frais du roi. Mais une fois que les empires, les royaumes se sont effondrés, les djeli se sont retrouvés à l'abandon. Donc certains djeli aujourd'hui sont obligés de monnayer les louanges. Voilà pourquoi le mot griot est devenu un mot péjoratif. Parce que lorsqu'on parle de griot, on dit il fait le griot. On a l'impression qu'il fait le perroquet. On a l'impression que c'est une caisse de résonance. Mais en fait, le djeli, le griot, c'est l'historien légitime de l'Afrique. La Sorbonne, Harvard, Oxford, Cambridge n'ont aucune compétence pour former les historiens africains. L'histoire de l'Afrique s'est déroulée en Afrique. Au nom de quoi un homme vivant en Occident, qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas la parenté à plaisanterie, qui ne connaît pas les Dagari, qui ne connaît pas les Gouins, qui ne connaît pas les Kassel, puisse valider une thèse sur l'histoire africaine. J'appelle cela de l'escroquerie intellectuelle. Quelle est la différence entre l'historien et l'historiographe? L'historien, c'est celui qui étudie et enseigne l'histoire. L'historiographe, c'est celui qui consigne l'histoire. J'ai consigné l'histoire des Bantoustans, celle du Venda, du Transkei, du Bofuta-Tswana. Ce sont là des États fantoches fabriqués par le régime africaner, méconnus par les Africains. C'est cela le travail d'un historiographe. Moi, je m'investis, je me ruine. Il y a des gens qui aiment les voitures. J'aime les voitures, mais je ne suis pas passionné par les voitures. En revanche, je suis passionné par les encyclopédies, je suis passionné par les villages, je suis passionné par l'histoire. Et pour cela, je suis prêt à me ruiner. Okay. Pourriez-vous nous raconter comment la rencontre avec l'association Vent d'échange et votre participation à ce festival et cette opéra? C'était en mai 2006, j'étais invité par le CEDA, le Centre d'études du développement africain, créé par le professeur Joseph Kizerbo.
le professeur Kizerbo était fatigué. Il vivait ces derniers mois. Son centre était animé par son fils Lazare Kizerbo, qui est un ami, et qui finalement est parti en mission en Europe. Donc c'est la maman, Madame Jacqueline Kizerbo, qui avait pris la relève. Et elle souhaitait que je donne une série de conférences intitulées Conférence sur le respect de la mémoire collective. Et donc, je devais faire le premier exposé sur Marcus Garvey et le panafricanisme à la salle du Liptako Gourma, située dans l'avenue Kwame Nkrumah, dans l'arrondissement de Basque. Et deuxième conférence, c'était du blues au jazz. Et troisième conférence, c'était la résistance éthiopienne de Ménélique II jusqu'à Haïlé Sélassié Ier. Et finalement, cette série de conférences avait connu un grand succès puisqu'il y avait plusieurs associations qui s'étaient fédérées pour donner un coup de main au SEDA. Et donc finalement, il y avait la JUNA, je crois que Jeunesse Unie pour le panafricanisme, un truc comme ça, le club Cheikh Anta Diop. Et donc finalement, nous avons terminé cette série de conférences à l'université de Ouagadougou, je crois que c'était l'amphithéâtre B, où j'avais pour modérateur le professeur Georges Madiega, qui est un grand historien du Burkina Faso. Il y avait également le professeur Salif Traoré, qui aujourd'hui est devenu l'ambassadeur du Burkina Faso au Danemark. Donc il y avait du bon monde. Et j'ai refait Marcus Garvey, le panafricanisme. Et à l'époque, mon frère Pankolo, Daouda Pankolo, qui est là, venait bénévolement donner un coup de main au SEDA. Moi, je pensais qu'il appartenait à la structure. Mais en fait, c'est un cadre de l'ONEA, puisqu'il est ici pour assainir l'environnement, assainir l'eau, puisqu'il y a un problème ici d'eau dans le Sahel. Et c'est dans ce cadre-là, c'est en donnant cette série de conférences que j'ai rencontré Bingui Djadjami, qui est un compatriote et un frère. Nous ne nous connaissons pas avant. Bingui avait fui la guerre au Congo. Il s'est retrouvé en exil au Burkina Faso. Il a fait ses débuts de reggaeman ici. Et il a connu un franc succès. Il est parti en Europe, il est revenu. Et donc, pour exprimer sa gratitude au Burkina Faso, il a parrainé un festival créé par Vent d'échange, présenté par Madame Sophie Devez Danon, qu'on verra tout à l'heure. Voilà comment la rencontre s'est faite avec Vent d'échange. Et Bingui savait que j'étais un conférencier assez connu dans la sous-région. Donc voilà un peu comment on en est arrivé à faire la première édition qui s'est déroulée en décembre 2009. Et je tiens à préciser que, en fait, la présidente de Vent d'échange hésitait de faire appel à moi parce qu'elle redoutait un peu mon cachet. Et je me suis dit, puisque le Burkina Faso, Ouagadougou en particulier, venait d'être frappé par des inondations, plusieurs personnes avaient perdu leurs habitations. Je me suis dit, puisque le but est de récolter des fonds afin d'aider les populations à retrouver un logement, donc je me suis produit bénévolement. Et voilà comment l'aventure a commencé là. Comme j'avais donné une série de conférences au Sénasa, une très belle salle qui n'a rien à envier à l'Olympia, à part quelques fausses notes bien sûr, la sono, et on se passe des détails, mais une salle de 600 places où j'ai donné une série de conférences et j'ai abordé la traite négrière, généalogie d'un gros mensonge, le déficit de l'image de l'homme noir dans les médias occidentaux, musique, émancipation et liberté, où il était question que je dresse les portraits des grands musiciens africains comme Fela Anikulapo Kuti, comme Franklin Bukaka, Bob Marley et bien d'autres. Voilà. Mais comment, pourriez-vous nous dire comment vous pourriez expliquer à ceux qui ne vous connaissent pas, à ceux qui ne connaissent pas ce festival, la pertinence de votre intervention dans cet événement? Disons que une fois qu'on a dansé, on a les jambes fatiguées, on veut se reposer. Mais les oreilles ne se reposent pas puisqu'un proverbe Bamana nous enseigne que tous les jours l'oreille va à l'école. Donc comme pour dire qu'on apprend tous les jours. Donc pour ne pas qu'il y ait une cassure, puisque le festival dure pratiquement un mois, cette fois-ci la deuxième édition a commencé
du 7 au 30, avec une légende du reggae comme Max Romeo, qui nous vient de la Jamaïque avec un superbe orchestre. On s'est dit, pour ne pas qu'il y ait des cassures pendant la semaine, il valait mieux alterner avec des conférences. Voilà pourquoi j'ai inauguré la première conférence sur l'immigration en projetant un documentaire. C'était donc à la salle de l'ATB. La conférence devait avoir lieu à l'université de Ouagadougou, compte tenu de la situation actuelle, puisque actuellement le Burkina Faso connaît des grèves estudiantines. Donc, étant donné que la faculté est fermée, donc nous nous sommes rabattus sur l'ATB, qui signifie Atelier Théâtre Burkinabé. Les Allemands, Institut Goethe, étaient favorables de nous céder leurs locaux parce qu'ils étaient très intéressés par la thématique, notamment celle du cinquantenaire des indépendances. Malheureusement, l'endroit n'était pas assez grand pour accueillir le monde que pouvait contenir la salle de l'ATB. Voilà pourquoi nous sommes rabattus sur l'ATB. Merci beaucoup.